parle bien sûr de notre ami Philippe Labro, qui est mort, et on a appris son décès ce matin. Il y a des gens qui ont parfois toutes les grâces, et les fées sont allés sur leur berceau, et aucune fée Cabarabos ne s'est penchée sur son berceau. Il était évidemment intelligent, il était doué, il avait du talent, il était beau, d'une beauté aristocratique. La classe Labro, je crois que dans les couloirs d'RTL, dans les années 80, on l'appelait la Warner. Et il y avait ce côté américain, c'était le plus américain des journalistes français, très lié évidemment à l'affaire John Kennedy. Et vous le voyez, puisque jusqu'au bout, il a travaillé, il était encore sur C8 il y a quelques jours. Vous voyez cet homme d'une grande élégance, d'une grande finesse et d'une grande culture. Donc je vous propose d'écouter quelques paroles qu'il disait il y a encore quelques jours sur C8. Tout le monde est sur le plateau, toutes les équipes, tous ceux qui ont participé à cette émission. Aventure de 4 ans qu'on a eu l'honneur et le plaisir de partager avec vous. On termine toujours l'essentiel en musique, on vient de le faire avec Thibaut. Mais moi, je voudrais clore définitivement le chapitre par une petite chanson que je vous propose. L'essentiel, ça s'appelle. L'essentiel d'abord. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. On se le dise au fond des ports, Il naviguait dans l'essentiel, sur la grand-mare de l'audiovisuel, et s'appelait Les Talents d'abord. Les Talents d'abord. Son fluctuat necpurgiture, c'était bien toute la culture. N'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux archons de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des talents d'abord. De la télé, j'en ai fait beaucoup, mais la seule qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, naviguait dans l'essentiel, sur la grand-mare, l'audiovisuel, et s'appelait Les Talents d'abord. Les Talents d'abord. Vos talents à vous tous. Vos talents à vous tous, à vous tous. Vos talents à vous tous, les talents à vous tous. Vous allez retrouver l'émission en replay sur macanal.fr, des extraits sur nos plateformes X, Instagram et YouTube. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont préparé, cette émission, les équipes techniques. Une grande partie d'ailleurs sur le plateau. Dieu merci. Fanny Milran, Serge Peters, Grégory Liès, Hippolyte Borde, Mathieu Coupez, Rita Neminadan, Solal Vélinguerrer, Jean-Philippe Parent, Laurette Boquet, Thierry Brunet et Loïc Adam au montage. À l'infographie, Robin Lejean. Au mixage, Gaël Cordaro. À la programmation, Marina Posez et Laure Gignès avec la collaboration d'Anne Boy. À la production, Sophia Lamry, elle est là. À la rédaction, Jade Lévin et Bastien Valeron. À l'édition, Grégoire Tovron. À la rédaction chef, Ludovic Orsoni. À la réalisation, Laurent Capra. Merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé avec nous depuis toutes ces années. Très bonne fin de soirée sur C8. Eugénie Bastier, je disais, c'est le plus beau palmarès peut-être de notre métier, c'est-à-dire quelqu'un qui a écrit 50 000 papiers, quelqu'un qui a écrit je ne sais combien de chansons, quelqu'un qui a écrit une dizaine de films, dont des films quand même qui resteront, je pense à L'Héritier, qui est un film formidable, où le héros s'appelle Bart Cordel, et il y a Charles Denner, qui est absolument formidable. Donc c'est quelqu'un qui avait de multiples talents, et je disais tout à l'heure l'écriture. Oui. Au centre de tout ça, il y a l'écriture. En le voyant là, je me disais, j'espère être comme ça à 88 ans quand même. Cette espèce d'énergie, de force jusqu'au bout, c'est absolument spectaculaire. Et c'est vrai que moi, ce que j'aimais dans ce personnage, c'est son éclectisme, cette espèce de capacité d'avoir une largesse comme ça, d'embrasser plusieurs sujets, d'embrasser plusieurs passions. Je trouve qu'on est dans une société de spécialistes aujourd'hui, d'experts, où chacun est un peu dans son couloir de nage. Et on trouve plus vraiment je trouve que c'est l'esprit français en fait, généraliste, qui est capable, humaniste en fait, qui est capable de toucher à tout. Et justement, on a un peu de mépris pour les touches à tout aujourd'hui, mais moi je crois qu'au contraire, l'éclectisme est une grande qualité. Et c'est une qualité qu'avait Philippe Labro, qui a écrit effectivement 20 000 articles, 24 livres, je crois, 7 longs métrages.
Donc une vie absolument... Et qui a dirigé RTL, des médias. Et c'est une vie, 1000 vies en fait, 1000 vies en une. Et au centre de tout ça, il y a la culture, au centre de tout ça, il y a l'écriture, et il y a une génération exceptionnelle. Jean-Pierre Elkabbach, Étienne Moujotte, mais aussi Jacques Chancel, Bernard Pivot, tous ces gens qui... peut-être pas vous, mais dans ma génération, moi, ont été très inspirants et m'ont donné envie de faire ce métier. C'est-à-dire que quand nous regardions à la télévision dans les années 70, Philippe Labro, Chancel, Pivot, on se disait vraiment, on a envie de faire ce métier comme eux, d'une certaine manière. Mais il avait quelque chose en plus par rapport à tout ça, parce que homme de télévision jusqu'au bout et écrivain jusqu'au bout. J'avais chroniqué son dernier livre il y a quelques mois. Formidable, que j'ai reçu ici, et excellent livre, de Gimlet. Très beau livre. Mais à propos de livre, vous avez oublié quand même une mauvaise fée qui, à un moment, s'est penchée sur son berceau, c'est celle de la dépression. Il en avait parlé dans un livre très très fort. Relevé 8. Ouais. Et alors moi, j'ai abordé parfois ces discussions avec lui. Mais j'étais pas un ami, forcément, on avait 30 ans de différence, donc en tout cas, on n'avait pas un rapport de confidence. Et je lui disais, mais Philippe, comment est-il possible, avec tous vos talents, avec toute votre réussite, que la dépression vienne frapper votre esprit? Et c'est des mystères mystérieux. C'est une dépression abyssale, c'est-à-dire bien sûr. Là, il ne pouvait plus rien faire. C'est la vraie dépression. La vraie dépression. C'est-à-dire que la vraie dépression, tu ne te lèves plus. Est-ce que je peux? Tu ne te lèves plus, tu es... Bon. Et cette dépression, elle arrive lorsqu'il m'avait expliqué, lorsqu'il devient directeur d'RTL. Et qu'il y avait un lien entre cette position de management au plus haut niveau et cette dépression qui arrive. Pourquoi ce sont des mystères insondables. En écoutant Philippe Labro parodier copain d'abord de Georges Brassens, je pense qu'un certain nombre Georges Fenech vont avoir peut-être une nouvelle lecture de cette décision que je considère toujours comme inique de l'Arcom de nous avoir privés d'un Philippe Labro à la dernière instant de sa vie, voyez-vous, d'avoir fermé son micro. Et cette parodie que je viens d'entendre donne une autre dimension nouvelle peut-être pour certains, notamment ceux qui sont à l'origine de cette décision, d'avoir effacé un Philippe Labro des écrans comme cela, voyez-vous, sous prétexte de régler d'autres comptes, voyez. L'émission à l'essentiel chez Labro, ce qui était formidable, c'est que c'était la seule émission qui était un bouillon de culture, pour reprendre une expression de cher Bernard Pivot, parce qu'il y avait tous les arts. Tous les arts étaient représentés, l'écriture, la musique, la peinture, et c'était formidable. Une émission à son image, quoi. Oui, exactement. Exactement. Touche à tout, mais s'intéresse à tout, surtout. Bien sûr, mais avec un talent peu commun. Alors, je sais que Jean-Marie Roy était avec nous, et avec Jean-Marie, nous parlons très souvent, d'ailleurs, de Philippe Labro, et nous échangeons ensemble. Je crois qu'il est là, Jean-Marie Roy, académicien. Peut-être, est-ce que je vous vois, cher Jean-Marie Roy, ou est-ce que je ne vous vois pas? Je ne vous vois pas à l'antenne. Donc, comme je ne vous vois pas à l'antenne, on va pouvoir... il est là, Jean-Marie Roy, et il est dans sa bibliothèque, dans son bureau, en train de travailler. Et le point commun de cette génération, Jean-Marie, c'est vraiment l'écriture. C'est-à-dire l'écriture d'une chanson, l'écriture d'un scénario, l'écriture d'un article, l'écriture d'un roman. Ces journalistes, il est 36, je l'ai dit, on ne pouvait pas être journaliste si on ne savait pas écrire et si on n'avait pas une culture très importante au début des années 60. Oui, mais je pense que Philippe Labro avait vraiment l'écriture dans le sang. Sa passion première, c'était la littérature, et ensuite, le journalisme, bien sûr, a été très, très important, le cinéma, mais tout ça a été coloré par la passion littéraire. Voilà, je crois que c'est quand même quelque chose de très important. Et la passion des autres, ce qui va souvent de pair avec la littérature et les journalistes, la passion des autres, la passion de participer au monde dans lequel il vivait et de le décrypter. Voilà, c'est ce qui m'a frappé. Et puis, il faut voir aussi un aspect de sa personnalité, c'était la générosité. C'est un homme qui a beaucoup aidé à la fois ses contemporains, mais aussi les jeunes gens, que ce soit RTL ou partout. C'était un homme qui aimait les autres. Voilà, je crois que c'était quand même une qualité personnelle qui était très importante et qui se surajoutait à ses autres qualités de cinéaste et d'écrivain. Merci Jean-Marie Roy qui est avec nous, ce talent multiple, il n'est pas si fréquent, je disais c'est un des plus beaux palmarès de notre métier, Éric Nolot,
l'écriture, on pourrait parler d'ailleurs de l'étudiant étranger, qui est un de ses plus grands succès. Moi, le livre que je préfère de Labro, c'est Un début à Paris. Souvent, il me disait, c'est aussi le livre que préfère mon fils, Un début à Paris, qui raconte vraiment, alors c'est notre milieu, mais notre milieu il y a 50 ou 60 ans. C'était Pierre Lazareff qui l'avait repéré, Hélène Lazareff, c'est aussi toute une période, et il avait écrit un très beau livre, d'ailleurs sur l'Algérie. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent ce livre Des feux mal éteints, qui est une phrase d'Apollinaire, Des feux mal éteints, comme je connais des gens de toutes sortes. C'est aussi une phrase d'Apollinaire qui est l'un des titres de ses livres et qui est un livre cette fois de portraits, parce qu'il était un portraitiste extraordinaire. Je connais des gens de toutes sortes. Il y a une série de portraits tout à fait intéressants. Ce qui était intéressant, c'est de l'entendre parler de l'écriture comme pratique quotidienne. Alors il y avait les rites, il y avait le Mont Blanc, et moi il y a quelque chose qui m'a marqué, d'ailleurs que j'ai gardé pour moi, peut-être c'est un truc qu'on a en commun. Éric Nolot. Il disait, je tiens de Romain Gary que quand on écrit, à la fin de la journée, il faut laisser une phrase en suspens pour pas le lendemain être devant une copie refroidie. Voilà, on reprend le fil de l'écriture. Donc c'était bien la preuve que pour lui, c'était vraiment une activité continue, pas un jour sans une ligne, comme a dit quelqu'un d'autre. C'était vraiment un homme écriture, voilà, au pluriel. Exactement, mais c'est un artisan. Et lorsqu'il écrivait sa chronique pour le Journal du Dimanche, il y a plusieurs années, il l'écrivait généralement le mercredi. Et moi, ça m'arrivait évidemment de l'appeler. Mais si tu l'appelais pendant qu'il écrivait, c'était mission impossible. C'est-à-dire qu'il s'enfermait. C'était quelqu'un de très déterminé. Il y a un côté, si j'ai décidé de rendre mon manuscrit le 1er septembre, il sera rendu le 1er septembre. Et il était comme ça, il était déterminé, travailleur, obstiné. C'est la différence entre un touche-à-tout et un dilettante. Oui. Voilà. Il s'intéressait à tout sans être dilettante. Il n'est absolument pas dilettante, Labro. Je peux vous dire, il est même exigeant, je disais tout à l'heure, parfois un peu inhibant. Parce que tu as tellement de talent. Si tu lui parles d'écriture, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. C'est parler football avec Michel Platini. Oui. Si tu veux tirer un coup franc à côté de Michel Platini, ce n'est pas une bonne idée. Bon, et ben là, c'est pareil. Donc faut prendre de la distance. Parce que évidemment, il juge ton écriture. Et il a une qualité, une expérience, un talent forcément que peu ont. Donc, il faut à la fois prendre un petit peu de distance là-dessus. Et quand je l'appelais donc le mercredi, mais d'abord, il te répondait pour te dire qu'il ne pouvait pas te parler. Je ne peux pas vous parler. Bon, alors, c'était étrange, il aurait pu te laisser sonner, mais quand même, il était élégant et poli. Je ne peux pas vous parler, je fais ma chronique. Hop, tu raccrochais et tu repartais. Mais je reviens là-dessus. Fabien Lecoeuvre. Je reviens, Pascal, parce que vous avez souligné le portraitiste qu'il était. Souvenez-vous, le portrait qu'il a fait de Johnny Hallyday le jour de la cérémonie d'obsèques, le 9 décembre 2017, à la Madeleine. C'est un portrait unique de Johnny. Moi, j'en ai parlé après avec lui, et effectivement, il l'avait préparé pratiquement le jour où Johnny nous a quittés, c'est-à-dire le 5 décembre, et il a terminé, et je rejoins Éric Nolot, il a terminé son discours qu'il devait faire à la Madeleine, qui était un discours important et très attendu de Philippe Labro. Il l'a terminé le matin avant de partir à la Madeleine. C'est-à-dire qu'il avait encore retravaillé son texte une dernière fois pour être absolument parfait. Et il n'y a rien à dire. C'est le plus beau portrait qu'on a pu faire sur Johnny Hallyday. Et cette liaison avec Johnny était fabuleuse en 1971. Ils sont partis à Londres tous les deux pour faire l'album Flagrant Délit, qui est un album culte dans l'histoire et dans le répertoire de Johnny Hallyday, avec des titres comme Mon fils, comme Oh ma jolie Sarah, qui sont des énormes succès en France aussi à l'époque. Et c'était une pression que lui mettait Johnny. Alors il n'a pas voulu rentrer dans le cercle de Johnny Hallyday, il ne voulait pas. Parce que lui, les bars, les filles, tout ça, il ne touchait pas tout ça. Il n'avait pas d'écart comme ça, comme avaient ces rock'n'rollers à l'époque. Et donc Johnny lui dit, non, les paroles, ça ne va pas, il faut les refaire. Donc il avait toute la nuit pour refaire le texte de Ma jolie Sarah ou de Mon fils. Et il arrivait avec un texte, Johnny lui mettait sur le pupitre, Johnny le chantait en une prise, parce que c'est un immense chanteur, Johnny, évidemment. Il était impressionné par Johnny, mais Johnny était impressionné par son écriture aussi. Et ça, c'est intéressant, cet échange. Et bien justement, l'écriture, Jean-Marie Roire, c'est vrai que vous êtes aussi dans l'écriture un touche-à-tout, parce que vous êtes un formidable éditorialiste, et on peut vous lire régulièrement dans le Figaro. Vous êtes évidemment un romancier, vous êtes également un auteur de théâtre, et il y a une pièce en ce moment que vous avez écrite et qui sera peut-être montée sur la justice, et on vous avait reçu pour parler de cette pièce qui est formidable. Je ne crois pas que vous ayez écrit de chansons, d'ailleurs, mais vous devriez, avec le talent que vous avez. Mais on parle cuisine, là.
Cette écriture multiple, est-ce que ça vous surprend de pouvoir écrire des chansons, des articles, des romans, des pièces de théâtre? Parce qu'a priori, c'est pas la même écriture. Je crois que cela allait de pair avec sa curiosité et son désir d'éteindre le monde contemporain. Je crois qu'il y avait la folie de comprendre le monde contemporain par tous ses aspects. Et c'est certain qu'à notre époque, la chanson occupe une grande place. Donc, je crois que il faut le voir dans l'ensemble de sa personnalité, c'était un homme, la curiosité l'emportait et surtout l'intérêt pour notre époque, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Voilà. Moi, personnellement, la chanson, c'est vrai que c'est pourquoi pas, parce que finalement, entre un poème et une chanson, il peut y avoir un lien, mais on finit toujours par se spécialiser un peu. Moi, c'est plutôt le roman, mais enfin lui-même a été un romancier formidable. Il ne faut pas oublier qu'il a eu le prix Interallié, très, très jeune. Et très souvent, je lui avais demandé pourquoi il ne se présentait pas à l'Académie française. Alors, il avait une sorte de pudeur. C'est ça qui était très étrange. Je crois que c'est un homme qui, comme tous les grands artistes, doutait un peu de lui-même, et plaçait peut-être un peu trop l'Académie. Il avait peur de ne pas y être reçu. Et j'ai trouvé ça dommage, parce qu'il correspondait parfaitement à cet homme orchestre, pour employer l'expression de Diderot, cet homme orchestre qui touchait à la fois à tout, mais qui, vraiment dans certains domaines, approfondissait. Les films, très souvent, sont excellents. Et quant au roman, c'est vrai je le comparais souvent à Michel Mort, parce qu'il faut voir aussi le rôle qu'il a joué en tant que passeur de la littérature américaine. Ça a été, avec Michel Mort, un des hommes qui a le mieux apprécié, et il a fréquenté Styron et beaucoup d'écrivains américains. Il avait cette passion de l'Amérique, dans lequel il essayait, là encore, de décrypter ces différences entre l'Amérique et la France. Eh ben, merci beaucoup Jean-Marie Roire et bonne journée, j'allais dire bonne lecture, puisqu'on vous voit, ou bonne écriture, parce que je sais que pour un écrivain, ça ne s'arrête jamais. On vous voit dans votre bureau bibliothèque. Merci beaucoup. Jean-Marie Roire. L'affaire Kennedy, c'est drôle parce que moi j'ai eu, comme tout à chacun, on avait des discussions avec Philippe. Alors on avait deux types de discussions. D'abord, le faire parler de ses rencontres, parce que c'est un témoin des années 60, 70, 80. Il a connu Delon, très proche de Delon, très proche de Belmondo. Il a fait jouer Belmondo. Il a interrogé des gens comme Jean Gabin. Donc je connais des gens de toutes sortes. Il va interroger Pompidou, et je me souviens il parle de Pompidou qui avait toujours un petit Bristol dans sa veste avec le nom de ceux qui l'avaient manqué, comme on disait à l'époque, ceux qui, durant l'affaire Markovic, s'étaient détournés de Georges Pompidou, et il en avait une rancune tenace. Donc ces rencontres-là, je lui faisais évidemment parler beaucoup de ça. Et avoir c'est pas si fréquent quand même de rencontrer les grands de ce monde. Et puis, l'autre centre d'intérêt, souvent, c'était Kennedy. Et Kennedy, il était persuadé que Lee Harvey Oswald avait tué tout seul John Kennedy, tout seul. Que le complot n'existait pas, qu'une fois qu'on avait tout dit, tout lu, pour lui, c'était d'ailleurs, on l'avait reçu pour son dernier livre, parce que le jour où Kennedy meurt, il est aux États-Unis, il prend un avion et il va directement à Dallas. Et il va voir Jack Ruby tuer Lee Harvey Oswald. Et souvent, il connaissait très très bien ça. Bon, et il détestait le film d'Oliver Stone, JFK, qui dit le contraire avec la théorie de la balle magique. Donc il détestait ça. Pour lui, Lee Harvey Oswald avait tué tout seul John Kennedy.